Bonjour Monsieur Couvi, vous êtes secrétaire national Unité SGP, vous avez suivi sans doute le début de ce débat. J'aimerais, en l'absence pour l'instant de cette fameuse loi anti-casseurs, mais on va y revenir dans un instant, bien évidemment, y compris pour avoir votre sentiment là-dessus, qu'on évoque les difficultés d'interpellation. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée chez les Français qu'on ne réprime pas assez ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, mais la réalité de votre métier sur le terrain, c'est déjà d'interpeller, de bien cibler les éléments pose problème. Après, la suite des procédures, le problème éternel de la flagrance. On a peut-être tendance à trop le dire, mais enfin, c'est ça le frein essentiel à votre mission aujourd'hui, c'est d'arriver à interpeller en flagrance pour qu'il soit traduit en justice de manière adéquate derrière. Oui, bonjour. Alors effectivement, la difficulté quand vous êtes en maintien de l'ordre, effectivement, et c'est une chose qui est nouvelle depuis quelques années, depuis la présidence Sarkozy, hein, on a demandé de faire plus d'interpellations parce que effectivement, il fallait aussi montrer que l'exécutif était fort, pouvait répondre et traduire les gens devant la justice. Avant, le maintien de l'ordre se faisait, comme on disait, avec des charges républicaines, c'est-à-dire que on acceptait un certain désordre et d'un seul coup, on nous disait c'est bon. Là, on rétablit l'ordre et puis ça se faisait. Alors oui, avec des charges du corps à corps de temps en temps, mais je veux dire, ça rentrait dans l'ordre. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est de définir effectivement, lorsqu'on fait une interpellation, il faut décrire l'interpellation, décrire l'individu, ce qu'ils ont fait, et on a de plus en plus de preuves en fait. Là où avant, la policier qui était assermenté, qui était soit officier de police judiciaire, soit agent de police judiciaire, suffisait. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut encore plus de preuves, que ce soit des preuves filmées, des témoignages. Enfin voilà, on voit bien que plus rien ne passe, et donc ça devient de plus en plus compliqué. Et les Black Blocs sont bien compris. Et l'angle mort, si vous voulez, c'est qu'on s'habille pareil. Donc dès lors, quand vous décrivez un individu habillé de noir, avec une casquette noire, un masque, etc., ben, il ressemble à 100 individus qui sont Ouais. sur le devant. Et du coup, c'est très compliqué pour qualifier ces interventions. C'est ce qui explique, pour ceux qui nous regardent quand même, que quand on a, par exemple, quand on affiche, on annonce 500 interpellations, à l'arrivée, il y a un tiers, voire les 2 tiers qui sont classés sans suite, pour précisément ce que vous décrivez. Les comparutions immédiates, finalement, il y en a assez peu. Mais est-ce que les enquêtes suivent leur cours? Parce qu'on dit, voilà, il faut rassembler un certain nombre d'éléments. On en parle moins parce que le temps médiatique n'est pas celui de l'enquête. Est-ce qu'il y a vraiment des enquêtes qui aboutissent et qui aboutissent à des condamnations sans qu'on en parle forcément au jour le jour dans nos médias d'infos continues? Alors oui, ça arrive, heureusement, sauf que ça prend toujours du temps, parce qu'effectivement, on est dans un temps aujourd'hui où on veut une réponse immédiate. C'est le temps des réseaux sociaux, du modernisme, et donc effectivement, il faut répondre tout de suite. Vous savez, les magistrats, eux, ils ont le souci, j'allais dire, de l'équité, c'est-à-dire toujours du jugement équitable. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit se défendre, la personne interpellée a les moyens de se défendre en démocratie et d'apporter effectivement son innocence. D'ailleurs, on dit toujours qu'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est normal, c'est comme ça qu'on travaille. Après, on a un souci aussi d'officier de police judiciaire. C'est-à-dire que dès lors que, par exemple, quand on interpelle 500 individus, bah, il faut qu'il y ait autant d'officiers de police judiciaire qui, derrière, puissent faire les actes en temps et en heure. Et puis après, bah, c'est le déroulement de l'enquête. Donc le procureur de la République est saisi et puis on amène des preuves pour effectivement étayer notre dossier. Et quand on a un manque de preuves, on voit que c'est pas assez étayé, parce que de toute façon, ça ne tiendra pas et on n'a pas assez de temps, bah, du coup, le procureur de la République demande de relâcher les individus. Alors, et on voit dans un même temps des associations qui surfent là-dessus en disant, mais vous voyez, c'est des arrestations arbitraires. Moi, je veux juste rappeler qu'effectivement, quand on interpelle quelqu'un en flagrant délit, c'est quelqu'un qui est quand même soupçonné et qui a participé, j'allais dire, à une infraction. Alors, Et après, c'est plus la délicatesse en fait du droit. une question de Pierre Oui, Lelouch pour vous. Monsieur Couvi, bonjour. Avant de parler du deuxième aspect, qui est l'aspect judiciaire et la poursuite de ces gens, moi je voudrais revenir à ce qui est déjà prévu dans la loi, y compris la loi anti-casseurs de 2019, donc il y a 4 ans, une loi qui oblige la déclaration de la manifestation, qui interdit aux gens de se couvrir le visage, qui pénalise le port d'armes, de toutes sortes de choses qui ressemblent à des armes, qu'1 an de prison, 15 000 € d'amende, qui vous donne le droit, vous, policiers, d'aller fouiller les gens à l'approche de la manifestation, y compris des véhicules. Moi, ce que je comprends pas bien, mais ça, c'est une question de technique policière, c'est comment est-ce que ces gens arrivent à s'infiltrer dans une manifestation syndicale? Est-ce qu'il n'y a pas, à l'extérieur de cette manif, au moment où elle commence, des gens qui soient capables, à partir des informations que vous avez, les services de renseignement de la police, les moyens d'intercepter ces gens avant qu'ils se fondent dans la masse et qu'ensuite ils se regroupent
pour attaquer, parce que c'est comme ça qu'il fait. Est-ce qu'il n'y a pas en amont un chaînon qui manque dans cette affaire, qui fait qu'ensuite tout est pollué. La police est attaquée, la manifestation est ratée, etc. Alors pour l'instant, effectivement, on se défend avec nos armes juridiques, j'allais dire. Donc on fait des fouilles en amont. Les fouilles, quand il y a des milliers de personnes, vous avez 100 000 personnes qui viennent sur une manifestation, vous avez beau faire des checkpoints, entre guillemets, d'essayer de fouiller le plus possible les individus, forcément, c'est pas une science exacte, il va y avoir des... Non, mais ça avait marché pour les Gilets jaunes. À la fin du mouvement des Gilets jaunes, c'est le système que vous aviez utilisé qui avait fonctionné. Beaucoup de gens violents avaient été interceptés. C'est vrai, mais il y avait moins de manifestants aussi. Après, attention, les manifestants, j'allais dire les Black Blocs et les casseurs, ils se mettent pas dans les cortèges syndicaux, ils se mettent devant les cortèges syndicaux. Et c'est là où ils sont malins, parce qu'effectivement, ils arrivent, ils se changent, ils mettent les parapluies noirs, ils arrivent à se changer et ils arrivent à créer cette surprise. Et on est paralysé, on a un exécutif qui est paralysé par justement la liberté d'aller et venir, et qui est fondamentale dans notre démocratie. Et on ne peut pas bloquer les gens de se rendre à une manifestation. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, que le législateur va devoir travailler effectivement, c'est de pouvoir interpeller ces personnes, et une fois qu'elles sont identifiées, de les empêcher de venir sur une manifestation. Là, ça va être un combat juridique. Nous, effectivement, on pousse là-dessus. Et après, je vais vous dire, une fois qu'on est en manifestation, moi, mes collègues, ils me disent, là, ça tombe bien, je suis dans la zone sud avec des délégués CRS. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, en ce moment, on se sert de toute façon de punching ball de la société. Et quand les personnes arrivent, les Black Blocs en face de nous, on a hâte de pas forcément répliquer de suite. Parce qu'en fait, ce qui paralyse l'exécutif, s'il y a un blessé chez les Black Blocs ou chez les manifestants. Et donc, alors les Black Blocs, moi, je veux dire, ça va pas me déranger qu'il y ait un mec qui reste à terre. Hein. Ça, c'est pas un souci. Un manifestant qui est là, lambda, ou qui sort de chez lui, ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc, quand il y a beaucoup de mouvements de foule, oui, c'est dur quand même de faire, j'allais dire, un peu d'ADN, entre guillemets, et faire On comprend cette difficulté qui est la vôtre, oui, de vouloir absolument éviter un drame. Autre question d'Yvan Rioufol. Yvan. Oui, la répression de la violence n'est pas une nouveauté. Cela fait 50 ans que l'on en parle, cela fait 50 ans que tous les pouvoirs se heurtent à cela. Et la première mesure qui avait été prise d'une loi anti-casseurs date de 1970. Elle a d'ailleurs été révoquée par la gauche arrivant au pouvoir avec François Mitterrand en 81. Et ma question était, qu'est-ce qui vous empêcherait, quelles seraient les motivations éthiques, morales qui vous empêcheraient ou qui nous empêcheraient de revenir dans le fond à cette loi anti-casseurs de 1970 qui semblait relativement efficace, au point même d'ailleurs peut-être de mettre en péril quelques libertés. Mais qu'est-ce qu'elle comportait de plus? Quelques libertés publiques. Ce qu'elle comportait de plus, c'est qu'elle prévoyait une responsabilité collective des délinquants sans avoir à identifier le délinquant lui-même. Et donc, alors naturellement, ça se discute juridiquement, je suis bien d'accord, mais dans les rapports conflictuels tels que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, cette éventualité de revenir à la loi de 1970 est défendable ou pas à vos yeux? Alors, ce qui change en fait, c'est que dans le droit français, on a l'individualisation de la peine. Dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, quand vous faites interpeller dans une nasse, entre guillemets, où c'est légitime, hein. En Allemagne, par exemple, là, on est décrié en France, en Allemagne, ils pratiquent la nasse. Hein. Ça les dérange pas. Et je peux vous dire, quand ils ont demandé aux manifestants de partir et que les manifestants restent et qu'ils veulent en découdre, ils ont ce qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'ils ont un affrontement au corps à corps. Et il y a des images très, très moches. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs, récemment, là, au mois de janvier, sur une mine de charbon, il y a eu des images dans le monde entier qui ont été mises à jour, où on a vu que les policiers allemands, ils n'avaient pas de main morte. Les Anglais, c'est la même chose. Les Anglais, j'allais dire que dès lors qu'on attaque un policier, le policier est sacralisé. Et les personnes qui sont là, où on leur a demandé de partir et qui s'y maintiennent, sont coupables. Point. Oui. Voilà. Donc après, c'est le système français qui fait que l'individualisation de la peine, nous, on ne peut pas punir 10 personnes ou 100 personnes de la même punition. Oui, mais le système français, juste à côté. Voilà. Le système français a fonctionné pendant 11 ans, de 1970 à 1981. À 1981. Oui, mais donc c'est bien un problème politique. Et donc ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, en l'absence de volonté politique, on se heurtera face au Conseil constitutionnel au même problème qu'en 2019. Ça sera retoqué de la même manière si on s'attelle à une individualisation, à un collectif. C'est là où le législateur doit prévoir peut-être certaines dispositions, notamment sur des manifestations. L'idée, c'est pas d'interdire tout le monde de venir manifester, mais c'est d'interdire quelqu'un qui vient pour en découdre avec la police, parce que ceux qui viennent, les Black Blocs, ce sont pas des manifestants, ce sont des gens qui sont en bande organisée pour venir tuer du flic et s'accrocher aux policiers, voilà, d'entrée. Ils veulent l'affrontement, ils cherchent pas, ils veulent la révolution permanente, ils cherchent pas à aller manifester pour une thématique. Jean-Christophe Couvier, moi j'ai une dernière question à vous poser qui est peut-être un peu plus, disons,
personnel, pas personnel au sens stricto sensu, mais plus par rapport à l'exercice de votre métier et à la difficulté qui est la vôtre sur le terrain, parce qu'on connaît maintenant le degré d'épuisement et des forces de l'ordre et des pompiers, on le répète semaine après semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes politiques, à gauche essentiellement évidemment, qui essaient de dissocier aujourd'hui l'institution des hommes, c'est-à-dire qui essaient de vous monter d'une certaine manière contre votre ministre de l'Intérieur en disant tout cela c'est la faute de Gérald Darmanin. Est-ce que vous trouvez que c'est pernicieux de tenter de semer la pagaille en interne? Après, j'allais dire, c'est une stratégie politique. On voit bien d'ailleurs que c'est la récupération politique et que du malheur des uns, de toute façon, tout de suite, on l'exploite. Moi, ce que je dis surtout, c'est que ces gens-là, au lieu d'accuser tel ou tel ministre, il ferait mieux justement de participer à améliorer les lois pour nous protéger, nous, policiers. Moi, j'attends qu'ils dépensent leur énergie plutôt pour essayer justement de changer cette loi et de dire, mais il faut qu'on protège nos policiers français. Et d'ailleurs, c'est très bien. Et je les appelle à venir mettre l'uniforme d'un policier. On a la réserve opérationnelle aujourd'hui, entre guillemets la réserve civile. Vous pouvez être policier vous aussi sur votre temps de loisir. Venez, faites comme ce sénateur qui est plutôt de gauche d'ailleurs et qui est venu partager 1 heure ou 1 heure et demie avec la Bravem et qui est effectivement est revenu très choqué en disant d'ailleurs qu'il était en admiration devant notre taux de résilience. Et moi, je mets au défi justement tous ces hommes politiques de venir partager notre temps, d'aller dans une voiture de la BAC, par exemple, et d'aller dans des endroits très sensibles, et ils vont voir ce qu'est la réalité du terrain et ce qu'est la réalité d'un policier par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer. Voilà, donc on le sait que de toute façon, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, mais encore une fois, nous, on ne veut pas monter sur tel ou tel ministre, c'est pas j'allais dire, le but ultime. Moi, le but ultime, c'est qu'on n'ait pas 406 blessés un soir de 1er mai. Et donc, encore une fois, on inverse les valeurs. Et au lieu de s'attaquer aux Black Blocs, on s'attaque aux méthodes des policiers. Voilà, je suis désolé, mais c'est ça qui nous fait bondir, policiers. Et s'il y a un taux j'allais dire, on voit de plus en plus de policiers qui démissionnent ou qui changent carrément, qui quittent la police pour aller en police municipale, parce qu'il y a aussi ce ras-le-bol des policiers qui se sentent incompris et pas protégés par l'institution. Voilà, on a vu M. Dupond-Moretti faire tout ce qu'il voulait pour faire échouer la loi récidive proposée par Horizon, par Mme Mouchou. Voilà, mais moi j'aurais attendu aussi que notre ministre défende cette loi, que M. Dupond-Moretti défende cette loi, parce qu'on a besoin d'être protégé et d'avoir des peines minimales pour condamner ces individus qui viennent pour nous tuer. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir répondu à nos questions.